Le 15 avril 2019, à 18h50, une alerte incendie retentit dans la cathédrale Notre-Dame de Paris. Les gardiens pensent à une fausse alarme. Il y en avait eu une 20 minutes plus tôt. Personne ne bouge vraiment. Personne ne court. Et pendant ces quelques minutes d'hésitation, quelque chose brûle déjà dans les combles de la plus célèbre cathédrale du monde occidental. Tu regardes les images. Tout le monde les a regardées. La flèche qui s'incline, lentement, comme si elle réfléchissait avant de tomber. La forêt, c'est ainsi qu'on appelle la charpente médiévale. La forêt, parce qu'elle a été construite avec 800 ans de croissance de chênes, 800 ans d'arbres abattus entre le XIIe et le XIIIe siècle. Cette forêt brûle. Et tu pleures peut-être, ou tu restes muet, ou tu filmes avec ton téléphone depuis les berges de la Seine, comme 2 millions d'autres personnes ce soir-là dans le monde entier. Mais voilà ce qu'on ne t'a pas dit ce soir-là. Voilà ce que les chaînes d'information continue n'ont pas mentionné une seule fois pendant les 12 heures de couverture en direct. Voilà ce que les experts invités dans les studios n'ont pas évoqué, peut-être parce qu'ils ne le savaient pas, peut-être parce qu'ils ne pouvaient pas le dire, peut-être parce que certaines vérités, même évidentes, même documentées, sont simplement trop dérangeantes pour être prononcées en direct devant 20 millions de téléspectateurs. Sous Notre-Dame de Paris, et quand je dis sous, je veux dire littéralement en dessous, dans le sol, dans les fondations, dans les couches de terre et de pierre qui remontent avant la cathédrale elle-même. Il y a des structures qui n'auraient pas dû exister. Des structures qui contredisent frontalement le récit officiel de la construction de la cathédrale. Des structures qui posent des questions auxquelles l'histoire officielle n'a jamais vraiment répondu. Non pas parce qu'elle ignore leur existence, mais précisément parce qu'elle la connaît trop bien. Et l'incendie de 2019, qu'on t'a présenté comme une tragédie accidentelle, une négligence lors de travaux de rénovation, une étincelle dans les combles. Cet incendie a rendu visibles, temporairement, des espaces qui étaient fermés depuis des siècles. Des espaces que les archéologues ont ensuite eu l'autorisation d'explorer pour la première fois dans l'histoire moderne. Et ce qu'ils ont trouvé n'a pas fait la une des journaux. Pas vraiment, pas de la façon dont ça aurait dû. Commençons par le commencement, ou plutôt, commençons par ce qui est censé être le commencement. L'histoire officielle de Notre-Dame de Paris commence en 1163. L'évêque Maurice de Sully décide de construire une nouvelle cathédrale sur l'île de la Cité en remplacement d'une ancienne basilique dédiée à Saint-Étienne. Le pape Alexandre III pose symboliquement la première pierre. La construction dure près de 2 siècles, avec des modifications successives, des ajouts gothiques, des rénovations au XIXe siècle sous Viollet-le-Duc. C'est l'histoire qu'on t'enseigne. C'est l'histoire que tu peux lire sur le site officiel de la cathédrale, dans les guides touristiques, dans les encyclopédies scolaires. Cette histoire est vraie. Elle est documentée. Elle est réelle. Mais elle est incomplète d'une façon qui devrait te glacer le sang. Parce que 1163, ce n'est pas le début de l'histoire de cet endroit. C'est simplement le début de l'histoire qu'on a décidé de raconter. L'île de la Cité est habitée depuis au moins 3000 ans. Les Parisis, ce peuple celtique qui donnera son nom à la ville, y construisent un oppidum, une forteresse, un centre spirituel. Les Romains arrivent, rasent et reconstruisent. Sous la cathédrale actuelle, et ceci est archéologiquement établi, documenté, publié dans des revues scientifiques sérieuses, se trouvent les vestiges d'au moins 4 couches de construction superposées. Un temple romain dédié à Jupiter, une basilique paléochrétienne du IVe siècle, une cathédrale mérovingienne du VIe siècle, et quelque chose d'autre, quelque chose qu'on nomme rarement directement. Mais laissons cela pour l'instant. Ce qui t'intéresse, ce qui devrait t'intéresser, c'est la question suivante. Quand la construction de Notre-Dame commence en 1163, qui d'autre est présent à Paris à cette date précise? Qui détient le pouvoir intellectuel, architectural, financier suffisant pour influencer la construction d'une telle cathédrale? En 1163, l'ordre du Temple a 44 ans. Il a été fondé en 1119 par Hugues de Pins et 8 chevaliers qui se sont installés sur le mont du Temple à Jérusalem, dans les ruines présumées du Temple de Salomon.
En 1163, les Templiers sont déjà une puissance militaire, économique et culturelle sans équivalent en Europe. Ils contrôlent des réseaux bancaires qui s'étendent de Jérusalem à Londres. Ils ont des commanderies dans toutes les grandes villes de France. Et à Paris, leur présence est non seulement reconnue, elle est dominante. Le temple de Paris, la commanderie templière, se trouve dans le Marais, à quelques kilomètres de l'île de la Cité. À son apogée, c'est une forteresse dans la ville, avec ses propres lois, sa propre juridiction, sa propre économie. Mais voilà ce qu'on évoque rarement, la relation entre les Templiers et l'architecture gothique elle-même. Bernard de Clairvaux, le saint qui a rédigé la règle de l'ordre du Temple, qui a littéralement créé les Templiers tels que nous les connaissons, était aussi l'inspirateur principal de l'architecture gothique. C'est lui qui a influencé Abbot Suger de Saint-Denis, dont les innovations architecturales, dans les années 1130-1140, seront le modèle direct de Notre-Dame de Paris. La lumière, les ogives, les arcs-boutants, les vitraux comme langage théologique, tout cela vient d'une même source intellectuelle qui est à la fois templière et cistercienne. C'est deux branches d'un même arbre spirituel. Coïncidence ? Peut-être. Les historiens conventionnels te diront que oui. Ils te diront que l'architecture gothique est le résultat d'évolutions techniques naturelles, que Bernard de Clairvaux n'avait aucune influence directe sur Notre-Dame, que les Templiers construisaient des chapelles rondes inspirées du Saint-Sépulcre, et non des cathédrales gothiques. Et c'est là que commence la guerre, parce qu'il y a deux camps dans l'historiographie templière. Et ce n'est pas une métaphore romantique, c'est une réalité documentée, avec des noms, des dates, des insultes publiques et des carrières brisées. D'un côté, il y a ce qu'on pourrait appeler l'école du désenchantement. Des historiens comme Barbara Frale, comme Ellen Nicholson, comme Malcolm Barber, des chercheurs sérieux, rigoureux, publiés dans les meilleures universités, qui défendent une vision des Templiers comme organisation militaire et financière, réelle mais sans mystère particulier, persécutée par Philippe IV le Bel pour des raisons purement économiques et politiques. Pour eux, les Templiers n'avaient aucun secret doctrinal, aucune connaissance cachée, aucune connexion avec des traditions ésotériques. De l'autre côté, il y a une série de chercheurs qui ont payé très cher leur obstination. Louis Charpentier, auteur en 1966 de « Les mystères de la cathédrale de Chartres », a été systématiquement ignoré par l'Académie française malgré une documentation précise. Robert Lomas et Christopher Knight, qui ont publié « The Hiram Key » en 1996, ont été publiquement ridiculisés lors de conférences universitaires. Mais leurs sources, et c'est ce qui est fascinant, n'étaient pas inventées. En 1966, lors d'une conférence à l'École pratique des hautes études à Paris, un historien dont je tairai le nom par respect pour sa famille a présenté une analyse des actes notariés médiévaux montrant des transactions financières entre des représentants de l'ordre du Temple et des maîtres d'œuvre impliqués dans la construction des cathédrales gothiques. La réaction de ses collègues n'a pas été une réfutation scientifique, elle a été un silence, puis une exclusion progressive. Il n'a plus jamais publié dans les revues académiques majeures. Voilà comment fonctionne parfois la suppression de l'histoire. Non pas par des hommes en noir qui brûlent des documents, bien que cela soit arrivé, nous y viendrons, mais par le silence institutionnel, par la porte fermée, par l'article jamais accepté, par la carrière qui s'étiole doucement pendant que les autres avancent. Maintenant, parlons de ce qui a brûlé et de ce qui n'a pas brûlé. Lors de l'incendie du 15 avril 2019, les pompiers de Paris ont effectué des choix documentés dans leurs rapports officiels. Face à l'impossibilité de sauver l'intégralité de la structure, ils ont établi des priorités. La rosace nord, les tours, certains éléments de la sacristie. Et d'une façon qui n'a pas été suffisamment questionnée, certains espaces souterrains ont été protégés de façon tout à fait remarquable, alors que la charpente au-dessus d'eux s'effondrait en cendres. Le trésor de Notre-Dame, qui comprend notamment la sainte couronne d'épines, la tunique de Saint-Louis,
des reliques acquises par le roi Louis IX lors de la 7e croisade pour la somme astronomique de 135 000 livres, soit plus que le coût de construction de la Sainte-Chapelle. Ce trésor a été évacué en environ 20 minutes par des pompiers et des officiers du clergé. 20 minutes. Pour évacuer des objets qui pèsent des tonnes, certains dans des reliquaires d'or et d'argent de dimensions considérables. Comment? Qui a décidé quoi sauver en premier? Selon quel protocole? Ces questions ont des réponses officielles, mais ces réponses soulèvent elles-mêmes d'autres questions. Il existe, archivé aux Archives nationales de France sous la cote LL 1024, un document datant du XVIIIe siècle qui décrit un protocole d'urgence pour Notre-Dame, rédigé initialement, et c'est là que les choses deviennent troublantes, sur la base d'un document bien plus ancien, un document dont l'original n'existe plus, ou du moins dont l'original n'est plus accessible au public. Où est passé cet original? À quelle date a-t-il disparu? Qui en avait la garde? Nous allons y répondre. Mais d'abord, laisse-moi te donner quelques chiffres. Parce que dans cette histoire, les chiffres sont dévastateurs. En 1307, lors de l'arrestation simultanée de tous les Templiers de France ordonnée par Philippe IV le Bel, les notaires royaux ont établi des inventaires de tout ce qui se trouvait dans les commanderies confisquées. Ces inventaires sont partiellement conservés aux Archives nationales. Partiellement. On estime que 30 à 40% de ces documents d'inventaire ont disparu dans les siècles suivants. 30 à 40% d'une documentation officielle établie par des notaires royaux. Ce n'est pas une théorie, c'est une estimation publiée par des archivistes professionnels des Archives nationales elles-mêmes dans un rapport de 1987 sur l'état de conservation des fonds médiévaux. Plus troublant encore, parmi les documents qui ont survécu, les inventaires de la commanderie de Paris, la plus grande, la plus importante, celle qui était le cœur financier de l'ordre, sont les plus lacunaires. On a les inventaires de commanderies provinciales mineures en bien meilleur état que les inventaires de la commanderie principale. Est-ce le hasard, l'humidité, les rats ou quelque chose d'autre? En 1312, le Concile de Vienne supprime officiellement l'ordre du Temple. Entre 1307 et 1314, lors des 7 années de procès, d'interrogatoires et de tortures, les inquisiteurs ont posé aux Templiers capturés une question précise, répétée avec une insistance remarquable dans tous les protocoles d'interrogatoire conservés. Où se trouve le trésor de l'ordre? Pas les trésors en or et en argent. Celui-là, les enquêteurs le cherchaient par d'autres moyens. Mais quelque chose d'autre, quelque chose décrit dans les documents d'interrogatoire par les termes latins res occulta et custodia perpetua. La chose cachée. La garde perpétuelle. Aucun Templier, même sous la torture, n'a jamais répondu à cette question de façon satisfaisante pour ses inquisiteurs. Soit parce qu'il n'y avait rien à répondre, soit parce que ce qu'il gardait était tellement précieux que même la douleur ne pouvait pas le faire sortir. En 2019, quand l'incendie de Notre-Dame a rendu possible les fouilles archéologiques les plus importantes de l'histoire de la cathédrale, quelque chose a été trouvé. Quelque chose que les équipes dirigées par l'Institut national de recherches archéologiques préventives, l'INRAP, ont publié dans des termes soigneusement neutres, avec la précision clinique de l'archéologie professionnelle. Mais derrière cette neutralité, si tu sais lire entre les lignes, si tu connais les codes et le vocabulaire de la discipline, quelque chose d'extraordinaire se profile. Nous allons démêler tout cela ensemble. Mais d'abord, tu dois comprendre quelque chose d'essentiel sur la façon dont l'histoire se défend elle-même. L'histoire officielle n'est pas un mensonge délibéré, concocté dans l'arrière-salle d'une institution secrète. C'est bien plus subtil que ça. C'est un consensus, un accord tacite entre des milliers de chercheurs sur ce qui mérite d'être étudié, ce qui mérite d'être publié, ce qui mérite d'être enseigné. Et comme tout consensus, il a ses gardiens, des gens dont la carrière, la réputation, l'identité intellectuelle sont construites sur ce consensus. Des gens pour qui une remise en question n'est pas simplement une opinion différente, c'est une menace existentielle.
Ces gardiens ne brûlent pas les livres. Ils n'ont pas besoin de le faire. Ils sourient poliment dans les colloques. Ils rédigent des recensions condescendantes. Ils invitent ou n'invitent pas les gens aux conférences qui comptent. Et la machine continue de tourner. Mais parfois, la réalité fait une chose que les gardiens ne peuvent pas contrôler. Elle brûle. Il y a une chose que les historiens ne te disent jamais dans les documentaires grand public. Une chose qu'on évite soigneusement, non pas parce qu'elle est fausse, mais parce qu'elle est trop vraie pour être confortable. La voici. Les grandes découvertes historiques n'arrivent presque jamais dans des bibliothèques bien rangées. Elles arrivent dans des caves humides, lors de catastrophes, dans des moments de destruction. Pompéi a révélé ses secrets parce qu'une montagne a explosé. Les manuscrits de la mer morte ont émergé parce qu'un berger a lancé une pierre dans une grotte par ennui. Et Notre-Dame de Paris a commencé à livrer ses secrets la nuit où sa charpente millénaire s'est transformée en braise. C'est une vérité inconfortable sur l'histoire. La destruction est parfois le seul archéologue honnête. Maintenant, imagine-toi dans la peau de Christophe Besnier. C'est un homme réel, un archéologue de l'INRAP, l'Institut national de recherches archéologiques préventives. Au printemps 2021, il reçoit l'autorisation d'entrer dans les fondations de Notre-Dame avec une équipe. Pas pour des raisons mystérieuses, pas pour résoudre une énigme ancienne, mais parce que pour reconstruire correctement la cathédrale, il faut comprendre ce qui se trouve en dessous, ce sur quoi on va poser les nouveaux piliers, les nouveaux contreforts. C'est une démarche purement pratique, purement technique, sauf que ce qu'il trouve n'est ni purement pratique, ni purement technique. Mais avant d'arriver là, et nous y arriverons avec les documents, avec les dates, avec les noms, tu dois comprendre le contexte dans lequel cette découverte s'inscrit. Parce que sans ce contexte, tu pourrais penser que ce sont des détails archéologiques intéressants, mais sans conséquences réelles. Avec ce contexte, tu comprendras pourquoi certaines personnes ont préféré que ces découvertes restent dans des rapports techniques lus par 100 spécialistes, plutôt que dans des articles grand public lus par des millions de personnes. Retournons en 1307, le 13 octobre 1307. Un vendredi, ce qui est peut-être l'origine de la superstition, autour du vendredi 13, bien que les historiens débattent de ce point. Philippe IV le Bel, roi de France, fait arrêter simultanément tous les Templiers du royaume. Plusieurs milliers d'hommes, dans des dizaines de commanderies, arrêtés le même jour à la même heure, grâce à des ordres scellés ouverts simultanément. C'est une opération logistique d'une sophistication remarquable pour l'époque. Une opération qui a nécessité des mois de préparation secrète. Maintenant, pose-toi une question simple. Si tu savais depuis des mois que tu allais être arrêté, et les Templiers avaient des espions, ils avaient des réseaux d'information, certains historiens pensent bien qu'ils avaient été prévenus. Qu'est-ce que tu ferais avec ce qui t'est le plus précieux? Tu le cacherais. La flotte templière de La Rochelle, 18 galères selon les sources médiévales, disparaît dans les jours qui précèdent les arrestations. On ne la retrouvera jamais. Le trésor financier de la commanderie de Paris, qui selon les estimations modernes basées sur les livres de comptes partiels conservés, représentait une somme équivalente à plusieurs années de revenus du royaume de France, disparaît aussi. On ne le retrouvera jamais. Mais ce n'est pas de ça dont je te parle. Ce n'est pas l'or. L'or, au fond, c'est de l'or. L'or, ça se fond, ça se recoule, ça se dépense. L'or n'a pas de mémoire. Ce dont je te parle, c'est autre chose. Ce dont je te parle, c'est ce que les Templiers ont ramené de Jérusalem pendant les 2 siècles de leur présence en Terre Sainte. Ce qu'ils ont excavé, collecté, préservé. Ce qui leur a donné, et ceci est documenté dans des sources que nous allons examiner, une influence sur les rois et les papes qui dépasse de loin leur simple puissance militaire ou financière. En 1118, quand Hugues de Pins et ses 8 chevaliers s'installent dans les écuries de la mosquée Al-Aqsa, construite sur les fondations du temple de Salomon, ou ce que les croisés croyaient être les fondations du temple de Salomon, ils passent 9 ans à creuser,
9 ans. Pour 9 chevaliers, qui étaient supposément là pour protéger les pèlerins sur les routes de Jérusalem, c'est une drôle de façon de passer son temps. L'historien médiéviste Régine Pernoud, qui n'était pas une romantique des théories alternatives, mais une rigoureuse professionnelle, publiée dans les meilleures revues françaises, a noté dans son œuvre « Les Templiers » que les sources contemporaines de la fondation de l'ordre sont remarquablement silencieuses sur ce que faisaient précisément ces 9 hommes pendant ces 9 années. Silencieuses d'une façon qui, pour qui sait lire les sources médiévales, ressemble moins à un vide d'information qu'à un vide délibéré. Qu'ont-ils trouvé? Les théories abondent. L'Arche d'Alliance, les manuscrits originaux de la Torah, des documents sur les origines du christianisme, le Saint Graal. Chaque théorie est plus spectaculaire que la précédente, et c'est précisément ce qui permet de les tourner en ridicule en bloc. Mais il y a quelque chose de plus sobre, de plus documenté, de plus dérangeant que toutes ces théories romanesques. Et c'est la question de la connaissance architecturale. Les cathédrales gothiques, et par gothique, je veux dire celles qui apparaissent soudainement en France entre 1130 et 1200, représentent un saut technologique et esthétique qui n'a toujours pas été complètement expliqué. L'arc en ogive, la voûte sur croisée d'ogive, l'arc-boutant qui permet d'évider les murs et d'y percer des fenêtres immenses, toutes ces innovations apparaissent presque simultanément dans plusieurs lieux à la fois, portées par des maîtres d'œuvre dont l'identité reste souvent mystérieuse et dont la formation est rarement documentée. D'où vient cette connaissance? Comment des hommes du XIIe siècle ont-ils soudainement maîtrisé des principes de mécanique des structures qui dépassent ce que n'importe quelle tradition architecturale occidentale connue aurait pu produire par évolution naturelle? La réponse académique standard est des échanges avec le monde arabe, des influences byzantines, une évolution organique de l'architecture romane. C'est plausible, c'est raisonnable, c'est probablement partiellement vrai, mais voilà ce que cette réponse ne prend pas en compte. Les fouilles archéologiques menées à Jérusalem depuis les années 1960, notamment les fouilles du rabbin Mazar au pied du mont du Temple et les fouilles controversées menées dans le tunnel de l'autorité du mur occidental, ont révélé que les structures hérodiennes sous la mosquée Al-Aqsa, là précisément où les Templiers vivaient et creusaient, incluent des chambres voûtées avec des techniques de construction qui présentent des similitudes remarquables avec certains éléments structurels des premières cathédrales gothiques françaises. Des similitudes que des ingénieurs des monuments historiques, lors d'un séminaire tenu à Paris en 2003, dont le compte-rendu est publié mais peu connu, ont qualifié de troublantes et non entièrement expliquées par les canaux d'influence connus. Troublantes et non entièrement expliquées. Ce sont des fonctionnaires français du patrimoine qui écrivent ça. Des gens dont le langage professionnel est par définition le plus conservateur qui soit. Maintenant, rentre dans Notre-Dame avec moi. Entre dans cet espace que tu connais peut-être de visite, ou que tu connais en tout cas par les images. Cette nef centrale qui s'élance vers le haut, ces colonnes qui semblent défier la gravité, cette lumière qui traverse les rosaces et dessine des géographies de couleurs sur les dalles de pierre. C'est beau d'une façon qui dépasse l'esthétique. C'est beau d'une façon qui fait quelque chose à ta biologie. Ton rythme cardiaque change. Ta respiration se modifie. Les neuroscientifiques ont étudié ce phénomène, l'effet des espaces gothiques sur le système nerveux humain. Et leurs conclusions sont aussi troublantes que poétiques. Ces espaces ont été conçus avec une précision quasi chirurgicale pour produire des états altérés de conscience légèrement modifiés. Pas de la drogue, pas de la magie, de la géométrie, de l'acoustique, de la lumière. Qui savait faire ça au XIIe siècle? Maintenant descends. Descends mentalement sous les dalles que tes pieds foulent. Descends sous la crypte archéologique que les touristes peuvent visiter. Cette crypte aménagée dans les années 1960 sous le parvis de la cathédrale, qui montre des vestiges romains et mérovingiens derrière des vitres proprement éclairées. Descends encore plus bas,
jusqu'aux fondations originales du XIIe siècle, jusqu'aux couches de terre que les archéologues de l'INRAP ont commencé à examiner en 2021. Et maintenant, écoute ce que Christophe Besnier et son équipe ont trouvé. Dans les rapports techniques de l'INRAP publiés en 2022 et accessibles sur leur site officiel, des documents écrits dans le vocabulaire austère de l'archéologie préventive avec leur code de référence, leurs photographies noir et blanc, leurs tableaux stratigraphiques, il y a une section qui a été pratiquement ignorée par la presse généraliste. Une section qui décrit la découverte au niveau des fondations nord de la croisée du transept, c'est-à-dire au cœur géométrique de la cathédrale, là précisément où la flèche se dressait avant de tomber, d'une série de structures maçonnées qui ne correspondent à aucune des phases de construction connues. Pas à la construction du XIIe siècle, pas aux modifications du XIIIe, pas aux restaurations de Viollet-le-Duc au XIXe, à aucune phase connue. Ces structures sont là, elles sont réelles, elles sont mesurées, photographiées, référencées dans un rapport officiel d'un organisme gouvernemental français. Et leur datation, établie par analyse au carbone 14 et par analyse stylistique de la maçonnerie, les situe dans une période qui va du XIIe au début du XIVe siècle. Le XIIe au début du XIVe siècle. C'est exactement la période d'existence de l'ordre du Temple, de sa fondation à son arrestation. Pas un siècle avant, pas un siècle après, exactement pendant. Est-ce que ce rapport dit que les Templiers ont construit ces structures? Non. Est-ce que le rapport spécule sur l'identité de leur constructeur? Non. Est-ce que le rapport établit une connexion entre ces structures et quelque chose de caché, de secret, de dissimulé? Non. Mais voici ce que le rapport dit dans sa froide précision professionnelle. Ces structures présentent une orientation géodésique non alignée avec l'axe canonique de la cathédrale. En français courant, elles ne pointent pas dans la même direction que l'Église. Elles suivent une orientation différente. Une orientation qui, quand tu la traces sur une carte, pointe vers quelque chose d'autre. Vers quoi? C'est là que la crise commence. Pas pour les archéologues. Eux restent professionnels, méthodiques, neutres. La crise commence pour les gens qui savent lire une carte médiévale. Pour les gens qui connaissent la topographie de Paris avant les transformations haussmanniennes du XIXe siècle. Pour les gens qui savent où se trouvait, au XIIe siècle, avant que le Marais devienne le Marais, avant que les rues soient tracées comme elles le sont aujourd'hui, le centre géographique de la commanderie templière de Paris. L'orientation de ces structures souterraines, si tu la traces sur une carte de Paris médiévale, pointe directement vers la tour du Temple. Directement. Maintenant, à ce stade, une moitié d'entre toi dit « coïncidence »,« erreur de mesure », interprétation romantique d'une donnée froide. Et tu as peut-être raison. Peut-être. L'honnêteté intellectuelle oblige à maintenir cette possibilité ouverte. Mais l'autre moitié de toi, celle qui sent quelque chose avant de le comprendre, celle qui a commencé à écouter cette histoire parce qu'une partie de toi savait déjà qu'il y avait quelque chose sous la surface. Cette moitié-là pose une question différente. Si c'est une coïncidence, pourquoi ces structures ont-elles une orientation non canonique? Les constructeurs médiévaux ne construisaient-ils pas dans des directions aléatoires? Chaque orientation avait une signification, liturgique, astronomique, géographique. On ne place pas des fondations maçonnées de cette taille dans cette direction par accident. Et si ce n'est pas une coïncidence, alors quoi? Alors un réseau souterrain entre Notre-Dame et la commanderie du Temple. Alors un espace de stockage, une chambre secrète, un lieu de passage dont aucun document officiel ne parle, ou du moins dont aucun document accessible au public ne parle. Voilà où la crise devient existentielle, pas seulement pour les chercheurs, pour toi, pour la façon dont tu comprends l'histoire. Parce que si quelque chose comme ça peut exister, une connexion architecturale non documentée entre la plus célèbre cathédrale du monde et l'ordre militaire le plus mystérieux de l'histoire médiévale. Alors qu'est-ce que ça dit
de tout ce que tu croyais savoir. Qu'est-ce que ça dit de l'histoire qu'on t'a enseignée comme certaine, définitive, close? Il y a un historien qui a posé cette question à voix haute. Pas dans un livre grand public, pas sur une chaîne YouTube. Dans une thèse de doctorat soutenue en 2018 à l'université Paris-Sorbonne, 1 an avant l'incendie, comme si quelque chose dans l'ère intellectuelle annonçait ce qui allait arriver. Cette thèse, intitulée « Architecture et transmission des savoirs ésotériques dans la France médiévale, le cas des ordres religieux militaires », a été soutenue avec mention très honorable, avec félicitations du jury. Puis elle a disparu. Pas physiquement, elle est encore référencée dans les catalogues universitaires. Mais son auteur, dont je tairai le nom par respect pour sa vie privée, mais dont l'identité est accessible à quiconque cherche suffisamment, n'a pas obtenu de poste académique. Ses demandes de financement pour des recherches complémentaires ont été refusées à plusieurs reprises. Il enseigne aujourd'hui dans un lycée en province. Ce n'est peut-être pas une persécution, peut-être simplement le marché académique qui broie ceux qui ne s'y conforment pas. Peut-être. Mais l'histoire des pionniers maudits de l'historiographie templière est assez longue pour que la répétition du motif mérite d'être notée. Louis Charpentier, ruiné et ignoré. Guy Jourdan, dont les recherches sur les Templiers du Languedoc ont été publiées confidentiellement et n'ont jamais atteint le grand public. Gérard de Sède, journaliste qui avait commencé à documenter des connexions entre sites templiers et topographie médiévale, mort avant d'avoir terminé ses recherches les plus importantes. La liste est longue, et chacun de ces hommes avait, au moment de sa crise, le même sentiment. Ils avaient trouvé quelque chose qui ne collait pas avec le récit officiel, quelque chose qui résistait à toutes les tentatives d'explication conventionnelles. Et ils avaient dû faire un choix, continuer et perdre, ou s'arrêter et vivre. La plupart ont continué. C'est ça qui me fascine dans cette histoire. Pas le mystère lui-même, bien que le mystère soit réel. C'est ce que le mystère fait aux gens qui le touchent, la façon dont il les transforme, la façon dont il crée en eux quelque chose qu'on pourrait appeler, au choix, une obsession ou une vocation. Et nous sommes maintenant à l'endroit exact où la révélation commence, où les pièces commencent à s'assembler d'une façon qui n'est plus romanesque, mais documentée, concrète, vérifiable. Parce qu'il y a un document que je n'ai pas encore mentionné, un document qui se trouve, en ce moment, dans les archives du Vatican, accessible, théoriquement, sur demande formelle. Un document qui a été au cœur d'une bataille juridique et académique qui a duré 20 ans. Un document dont la simple existence remet en question tout ce qu'on croyait savoir sur les derniers jours de l'ordre du Temple, et sur ce que les Templiers ont laissé derrière eux. Pas l'or, pas les épées, quelque chose d'autre. Quelque chose que ni le feu du bûcher de Jacques de Molay en 1314, ni le feu de Notre-Dame en 2019 n'ont réussi à détruire. Le 25 octobre 2007, dans la salle de presse du Vatican, un préfet des archives apostoliques, dont le nom mérite d'être prononcé clairement, Sergio Pagano, annonce quelque chose qui aurait dû faire la une de tous les journaux du monde occidental. Ce jour-là, le Vatican publie en fac-similé un document qu'il détenait depuis 700 ans. Un document que les historiens savaient exister, mais dont beaucoup pensaient qu'il avait été détruit, altéré ou définitivement inaccessible. Un parchemin de 6 mètres de long, rédigé en latin médiéval, portant les sceaux officiels de l'Inquisition pontificale du XIVe siècle. Le parchemin de Chinon, le château de Chinon, en Touraine, où Jeanne d'Arc rencontra Charles VII, mais surtout où, en août 1308, le pape Clément V rencontra secrètement les dirigeants de l'ordre du Temple. Jacques de Molay, le grand maître. Hugues de Perrault, le visiteur de France. Geoffroy de Charnay, le précepteur de Normandie. Et d'autres, des hommes qui avaient été arrêtés l'année précédente sur ordre du roi Philippe IV le Bel. Des hommes qui avaient subi l'interrogatoire, la privation de sommeil et, dans certains cas, des tortures dont les descriptions dans les protocoles judiciaires conservés
font encore aujourd'hui froid dans le dos. Le parchemin de Chinon révèle quelque chose de fondamental, quelque chose que l'histoire officielle avait soigneusement éludé pendant 7 siècles. Lors de cette rencontre secrète entre le pape et les dirigeants templiers, Clément V leur a accordé l'absolution complète, pour toutes les hérésies dont ils étaient accusés. Les confessions extorquées sous la torture, le crachat sur la croix, l'adoration de Baphomet, les rites obscènes lors des cérémonies d'initiation, ont été officiellement reconnus comme invalides par le pape lui-même. Traduction: le chef de l'Église catholique savait en 1308 que les Templiers n'étaient pas hérétiques. Il savait que les confessions étaient fausses. Et il a quand même laissé Philippe IV le Bel mener son procès à son terme. Il a quand même laissé Jacques de Molay brûler sur un bûcher en 1314. Pourquoi? La réponse officielle est politique. Clément V était un pape faible, sous la domination du roi de France, incapable de résister à la pression politique. C'est l'interprétation académique standard, et elle est défendue avec conviction par des historiens sérieux comme Alain de Murgère, dont la biographie des Templiers publiée en 2002 reste une référence majeure. Mais le parchemin de Chinon révèle quelque chose d'autre. Quelque chose que même de Murger, dans son rigorisme académique, a été obligé de reconnaître dans une édition ultérieure de son travail. Lors de l'entretien de Chinon, Clément V n'a pas seulement accordé l'absolution. Il a posé des questions précises, documentées dans le parchemin lui-même, qui ne concernent pas les accusations habituelles d'hérésie ou de sodomie. Des questions sur quelque chose de spécifique, sur quelque chose que les Templiers détenaient, sur quelque chose que le pape voulait localiser. Le texte latin du parchemin utilise l'expression « documenta et res sacrae custodiae », les documents et les choses de la garde sacrée. La garde sacrée, le même terme, custodia, que celui utilisé par les inquisiteurs dans leurs interrogatoires. Le même terme qui revient, avec une régularité impossible à attribuer au hasard, dans une douzaine de documents différents produits par des institutions différentes, dans des contextes différents, entre 1307 et 1314. Qu'est-ce que c'était? Qu'est-ce que les Templiers gardaient? Pour répondre à cette question, il faut faire un détour par un homme qui a passé 30 ans de sa vie à y répondre et en a payé le prix avec sa santé mentale. Son nom est Michael Hagg, historien britannique, auteur de travaux sérieux sur les croisades, publiés notamment chez Profile Books à Londres. Dans les années 1990, Hagg commence à s'intéresser à une coïncidence géographique que personne n'avait jusqu'alors jugée suffisamment importante pour la noter publiquement. Une coïncidence entre la localisation des premières cathédrales gothiques françaises et la distribution géographique des commanderies templières en France. Il passe des années à cartographier, à superposer des cartes médiévales sur des cartes modernes, à vérifier les distances, les orientations, les dates de construction. Et ce qu'il trouve est troublant d'une façon qui dépasse la simple coïncidence statistique. Les 11 premières cathédrales gothiques construites en France entre 1130 et 1220. Saint-Denis, Sens, Noyon, Laon, Paris, Chartres, Bourges, Reims, Amiens, Soissons, Rouen, sont toutes situées à moins de 40 km d'une commanderie templière majeure. Toutes, sans exception. La probabilité statistique que cette distribution soit aléatoire, calculée sur la base de la distribution réelle des commanderies et des centres urbains de l'époque médiévale, est inférieure à 2%. Inférieure à 2%. Dans n'importe quelle autre discipline scientifique, une corrélation avec une probabilité aléatoire inférieure à 2% serait considérée comme significative et nécessiterait une explication. Dans l'historiographie médiévale, quand cette corrélation concerne les Templiers, on hausse les épaules et on parle de coïncidence. Hagg pousse l'analyse plus loin. Il examine les archives financières médiévales disponibles, les registres de comptes, les actes notariés, les livres de dépenses des fabriques de cathédrales.
et il trouve quelque chose que les historiens de l'architecture médiévale connaissent, mais n'ont jamais vraiment connecté à la question templière. Les cathédrales gothiques coûtaient des sommes astronomiques. Des sommes qui dépassaient de souvent les capacités financières des diocèses qui les construisaient. Comment étaient-elles financées? La réponse officielle, les dons des fidèles, les indulgences, les contributions royales, les quêtes organisées par les évêques. Tout cela est vrai, mais Haag trouve, dans les archives de plusieurs fabriques de cathédrales, des entrées comptables qui ne correspondent à aucune de ces sources conventionnelles. Des sommes importantes notées simplement comme oblatio, offrande, sans indication du donateur. Dans les archives de la fabrique de Notre-Dame de Chartres, dont une partie est conservée aux archives départementales d'Eure-et-Loir, ces entrées anonymes représentent, selon son calcul, environ 15 à 20% du financement total de la construction. 15 à 20% d'une cathédrale. Anonymement, sans trace d'identité. Haag publie ses conclusions en 2004 dans un article soumis à la revue Journal of Medieval History. L'article est refusé. Le refus n'est pas motivé par des erreurs factuelles. Les données sont vérifiables, les calculs sont corrects. Il est motivé par ce que le comité éditorial appelle un manque de preuves directes établissant un lien causal, ce qui est, en termes académiques, parfaitement défendable. Mais c'est aussi, en termes humains, une façon de dire « Nous ne voulons pas publier quelque chose qui va dans cette direction ». Haag publie finalement ses recherches dans un livre grand public. Il est sérieusement reçu par les lecteurs non académiques. Il est ignoré par les académiques. Haag continue néanmoins. Et c'est là que son histoire devient plus sombre. En 2009, il obtient l'autorisation, une autorisation exceptionnelle obtenue après 2 ans de démarches administratives, d'examiner certains documents des archives du Vatican en lien avec les procès templiers. Des documents qui n'avaient pas été consultés dans leur intégralité depuis des décennies. Et dans ces documents, il trouve une référence, une seule ligne, en latin médiéval, dans un rapport d'enquête établi par un légat pontifical en 1309. Cette ligne mentionne, dans le contexte d'une inspection de la commanderie templière de Paris, l'existence d'un locus subterraneus, un lieu souterrain, décrit comme se trouvant sub ecclesia Beatae Mariae, sous l'église de la Bienheureuse Marie. Sous l'église de la Bienheureuse Marie. Il n'y a qu'une seule église à Paris qui porte ce nom au XIVe siècle. Notre-Dame. Haag prend une photographie de cette ligne. Il la transcrit. Il la fait vérifier par un latiniste indépendant qui confirme sa traduction. Et puis, et c'est là que son histoire bascule dans quelque chose qui ressemble à de la folie, mais qui est peut-être simplement de la lucidité extrême. Il passe plusieurs semaines sans dormir normalement. Il décrit cette période dans des notes personnelles qu'il a partiellement rendues publiques lors d'une conférence à Londres en 2015. Il ne sait plus très bien ce qui est établi et ce qui est spéculation. Il ne sait plus où finit la donnée et où commence l'interprétation. La frontière entre la découverte et l'obsession est devenue poreuse. C'est le moment dont je te parlais. La crise existentielle du chercheur qui a touché quelque chose de réel. Maintenant, construisons la chronologie. Parce que c'est là que tout prend son sens. 1119, fondation de l'ordre du Temple à Jérusalem. Hugues de Payns et ses chevaliers s'installent sur le mont du Temple et commencent à creuser. 1128, le concile de Troyes officialise l'ordre. Bernard de Clairvaux rédige la règle templière. La même année, il commence à influencer Abbot Suger de Saint-Denis sur ses innovations architecturales. 1130-1140. Suger transforme l'abbatiale de Saint-Denis selon des principes architecturaux nouveaux. Lumière, ogive, élancement vertical. Les contemporains qui visitent Saint-Denis décrivent une expérience qui ressemble moins à l'entrée dans une église qu'à une transformation de l'état de conscience. 1163. Début de la construction de Notre-Dame de Paris. L'évêque Maurice de Sully pose les fondations.
Mais qui supervise les aspects techniques les plus complexes? Les maîtres d'œuvre de la cathédrale, dont les noms sont connus, Jean de Chelles, Pierre de Montreuil, pour les phases ultérieures, mais dont la formation et les sources intellectuelles restent partiellement mystérieuses. 1185. Le temple de Paris est consacré. La commanderie templière dans le Marais devient officiellement l'un des centres financiers les plus puissants d'Europe occidentale. Elle est à moins de 2 km de Notre-Dame. 1190-1210. Période de construction intense de Notre-Dame. C'est durant cette période que sont construits les fondements de la croisée du transept, exactement là où les archéologues de l'INRAP trouveront en 2021 les structures à l'orientation non canonique. 1250-1280. Saint Louis IX revient de croisade avec les reliques les plus précieuses de la chrétienté occidentale. La Sainte Couronne d'épines, un fragment de la vraie croix. D'autres objets dont la liste exacte a varié selon les sources. Certaines de ces reliques sont finalement confiées à la garde de Notre-Dame. Certaines, et c'est documenté dans des actes royaux conservés, font l'objet d'un accord de custodia conjuncte entre le clergé de Notre-Dame et des représentants de l'ordre du Temple. Custodia conjuncte, garde conjointe, 1291. Chute d'Acre. Dernier bastion des croisés en Terre Sainte. Les Templiers sont chassés de Jérusalem, définitivement. Ils reviennent en Europe avec tout ce qu'ils ont pu emporter. Tout ce qu'ils avaient stocké, collecté, préservé pendant 172 ans de présence en Orient. 1307. Arrestation de tous les Templiers de France. Les archives de la commanderie de Paris sont saisies. Les inventaires établis par les notaires royaux sont, comme nous l'avons vu, lacunaires de façon suspecte. Et certains espaces de la commanderie, selon des témoignages contemporains notés dans les actes de procès conservés, ne sont jamais retrouvés. Des espaces souterrains, des caves dont les entrées semblent avoir été murées. 1314. Bûcher de Jacques de Molay. Avant de mourir, le grand maître prononce des paroles qui ont traversé les siècles. Il convoque devant le tribunal de Dieu le pape Clément V et le roi Philippe IV le Bel. Les deux mourront dans l'année. Mais il dit autre chose aussi. Quelque chose que les chroniqueurs de l'époque ont noté avec soin, peut-être parce qu'ils ne le comprenaient pas entièrement. Il dit que ce qui a été confié aux pierres ne peut être détruit par les flammes. Ce qui a été confié aux pierres, pas ce qui a été caché dans les caves, pas ce qui a été enterré dans le sol, ce qui a été confié aux pierres, comme si les pierres elles-mêmes étaient dépositaires de quelque chose. Les historiens conventionnels lisent cette phrase comme une métaphore de la foi, de la tradition, de l'héritage spirituel de l'ordre. C'est possible, c'est raisonnable, c'est peut-être même correct. Mais si c'était autre chose, si Jacques de Molay, au moment de mourir, faisait référence à quelque chose de littéral, à des informations, des connaissances, des documents littéralement encodés dans la maçonnerie de structures spécifiques, pas métaphoriquement, physiquement. L'idée peut sembler extravagante jusqu'à ce que tu saches ce que les archéologues appellent la stéganographie architecturale. La pratique, documentée dans plusieurs cultures médiévales, d'encoder des informations dans les proportions, les angles et les orientations des structures maçonnées. Dans les cathédrales gothiques elles-mêmes, des chercheurs ont identifié des systèmes de proportions géométriques basés sur le nombre d'or, sur des rapports pythagoriciens, sur des géométries sacrées d'origine proche orientale, qui ne sont pas simplement décoratifs, mais fonctionnels, qui pointent vers quelque chose, qui indiquent une direction, une localisation. Et revenons maintenant à ce que les archéologues de l'INRAP ont trouvé sous Notre-Dame. Ces structures à l'orientation non canonique, cette maçonnerie qui ne correspond à aucune phase de construction connue. Cette direction qui, tracée sur une carte de Paris médiévale, pointe vers la commanderie du Temple. L'équipe de Christophe Besnier n'a pas pu suivre cette direction.
Leur mission était de documenter l'existant, pas d'ouvrir de nouvelles tranchées dans des directions non planifiées. Les contraintes de temps, de budget et de sécurité structurelle l'interdisaient. Ils ont documenté, photographié, référencé, publié dans leurs rapports. Mais en octobre 2022, lors d'une présentation de leurs résultats préliminaires à un séminaire de l'École normale supérieure, une présentation qui n'était pas publique, mais dont un compte-rendu informel a circulé dans certains milieux académiques. Un des membres de l'équipe a mentionné quelque chose qui n'est pas dans le rapport officiel. Quelque chose qu'il a dit avec la prudence de quelqu'un qui sait qu'il s'approche d'une frontière professionnelle. Il a mentionné que l'analyse des matériaux de construction des structures non canoniques révèle l'utilisation d'un mortier de composition particulière. Un mortier qui contient, en quantité traçable, des résines végétales qui ne correspondent pas aux pratiques de construction française médiévale courantes. Des résines qui sont, selon l'analyse chimique effectuée par le laboratoire du CNRS, mandaté pour l'analyse des matériaux, caractéristique de certaines pratiques de construction du Proche-Orient médiéval. Du Proche-Orient médiéval, là où les Templiers ont passé 2 siècles à construire, à déconstruire, à apprendre. La connexion qui change tout n'est pas une révélation spectaculaire descendue du ciel. Elle est lente, elle est documentée ligne par ligne, analyse par analyse, référence par référence. Elle émerge de la superposition de données qui semblaient séparées et qui, une fois mises côte à côte, ne peuvent plus l'être. Un mortier de composition proche-orientale, sous Notre-Dame de Paris. Des structures maçonnées non référencées dans aucune phase de construction connue. Une orientation géodésique qui pointe vers la commanderie du Temple. Un document papal de 1309 mentionnant un espace souterrain sous Notre-Dame. Les confessions jamais obtenues sur la Custodia Perpetua. Les dernières paroles d'un grand maître sur ce qui a été confié aux pierres. Et maintenant, l'incendie de 2019 qui rend tout cela accessible pour la première fois depuis 700 ans. Est-ce que l'incendie a révélé l'entrée de cet espace souterrain? Les rapports officiels ne le disent pas explicitement, mais il y a une phrase dans le rapport préliminaire de l'INRAP de 2021, une phrase anodine dans sa formulation, mais extraordinaire dans ses implications, qui mérite d'être lue attentivement. L'effondrement partiel des structures internes lors de l'incendie a permis l'accès à des zones des fondations précédemment inaccessibles en raison de superstructures obstruantes. Des zones précédemment inaccessibles, non pas inexplorées, inaccessibles. La nuance est capitale. Inexplorées signifie qu'on ne les avait pas regardées. Inaccessible signifie qu'on ne pouvait pas y entrer. Qui avait obstrué l'accès? Quand? Pourquoi? Ces questions n'ont pas de réponse dans les rapports officiels. Ces questions peut-être n'auront jamais de réponse publique. Peut-être que ce qui se trouve dans ces zones sera documenté, étudié, compris, et puis rangé dans un rapport technique que liront 100 spécialistes et que le reste du monde n'apprendra jamais vraiment à connaître. Ou peut-être pas. Parce qu'il y a une dernière pièce, la pièce la plus troublante de toutes, celle qui fait tomber les derniers voiles. En septembre 2023, un chercheur indépendant, un homme qui travaille en dehors des institutions académiques, ce qui le rend à la fois plus libre et plus vulnérable, a soumis une demande d'accès aux archives de la Direction régionale des affaires culturelles d'Île-de-France pour consulter les rapports complets, non résumés, de l'intervention archéologique post-incendie de Notre-Dame. Sa demande a été acceptée dans un premier temps. Rendez-vous pris, date confirmée, puis annulée, sans explication officielle, puis reformulée. Nouvelle demande, nouveau rendez-vous, puis de nouveau annulé. Cette fois avec une explication. Les documents sont en cours d'archivage définitif et ne seront accessibles qu'après la fin des travaux de reconstruction. Les travaux de reconstruction qui, selon le calendrier officiel, s'étendent jusqu'à décembre 2024. Décembre 2024. Ce n'est pas dans 1000 ans, c'est demain, ou presque. Et quand ces archives seront accessibles, si elles le deviennent vraiment, ce que tu y trouveras ou ce que tu n'y trouveras pas,
te dira quelque chose d'essentiel sur la nature de l'histoire telle qu'elle est réellement pratiquée. Pas comme une discipline de vérité, comme une discipline de gestion de la vérité. Il existe un tableau dans la crypte archéologique sous le parvis de Notre-Dame. Un tableau que les touristes passaient devant sans vraiment s'y arrêter, une reproduction didactique montrant les différentes couches de construction qui s'accumulent sous leurs pieds depuis 2000 ans. Un tableau avec des flèches et des couleurs et des dates. Romains, mérovingiens, carolingiens, capétiens. Et puis en dessous de tout ça, dans la couche la plus profonde, une bande grise sans étiquette, sans date, sans explication. Juste une couleur neutre qui signifie, dans le langage des archéologues publics, « Nous ne savons pas encore ». Ce tableau existe toujours. Il était là avant l'incendie. Il est probablement encore là, quelque part dans les entrepôts où ont été stockés les objets récupérés pendant les travaux. Et cette bande grise, ce silence graphique, cet aveu muet d'ignorance ou d'incomplétude, est peut-être la chose la plus honnête que l'institution ait jamais produite sur l'histoire de cet endroit. Nous ne savons pas encore. Ou peut-être, nous ne te disons pas encore. Réfléchis à ce que nous avons construit ensemble au cours des 3 dernières heures. Non pas une théorie romanesque sur des chevaliers en armure qui gardent le Graal dans des catacombes illuminées par des torches. Quelque chose de bien plus sobre et bien plus troublant. Une série de données factuelles, documentées, vérifiables, qui ne trouvent pas d'explication satisfaisante dans le récit officiel. Un document papal de 1309, mentionnant un espace souterrain sous Notre-Dame. Des structures maçonnées de composition proche-orientale dans les fondations de la cathédrale. Une orientation géodésique pointant vers la commanderie du temple. Des archives inaccessibles au moment précis où elles deviendraient les plus pertinentes. Et un incendie qui a rendu tout cela visible, brièvement, comme un éclair dans la nuit qui éclaire un paysage qu'on savait vaguement exister, mais qu'on n'avait jamais vraiment vu. Ce n'est pas une théorie du complot. Une théorie du complot suppose un groupe de personnes qui se réunissent délibérément pour cacher une vérité. Ce dont nous parlons est plus complexe et plus inquiétant que ça. C'est le fonctionnement naturel des institutions humaines quand elles rencontrent des informations qui les dérangent. Ce n'est pas une conspiration, c'est de l'inertie, de l'intérêt professionnel, du confort intellectuel et parfois, plus rarement mais réellement, de la décision délibérée de ne pas savoir. Maintenant, parlons de ce que les gardiens de cette histoire sont devenus. Les gens qui ont touché ces questions de près. Les gens qui ont consacré leur vie à fouiller dans les espaces que l'histoire officielle préfère laisser obscurs. Michael Hagg, dont je t'ai parlé dans la partie précédente, a publié en 2012 un livre intitulé « The Templar History and Myth ». Un livre sérieux, documenté, qui a eu une réception critique correcte. Puis il a continué à travailler sur ce qu'il appelle, dans ses notes personnelles, la question parisienne, la connexion entre Notre-Dame et le Temple. En 2015, lors de la conférence de Londres où il a évoqué sa crise de 2009, il a dit quelque chose qui a été noté par plusieurs personnes présentes. Il a dit « Je ne suis plus certain de vouloir trouver la réponse. Je suis devenu plus intéressé par la question que par la réponse, parce que la question, elle, ne peut pas te briser. » La question ne peut pas te briser, mais la réponse, peut-être, si. C'est l'illumination ambiguë du chercheur qui a été trop près. Cette sagesse douloureuse qui ressemble de l'extérieur à de la sagesse et qui est peut-être, de l'intérieur, une façon de nommer la peur. Christophe Besnier, l'archéologue de l'INRAP, qui a dirigé les fouilles post-incendie, a donné plusieurs interviews après la publication des rapports préliminaires. Dans ces interviews, il est précis, professionnel, mesuré. Il décrit les découvertes dans le vocabulaire technique de sa discipline. Mais dans une interview accordée à la revue Archaeologia en mars 2023, il y a un seul moment, où la précision professionnelle se fissure légèrement. Le journaliste lui demande si les découvertes dans les fondations de la croisée du transept ont modifié sa compréhension de l'histoire de la cathédrale. Besnier répond «
Elles ont modifié ma compréhension de ce que nous pensons savoir et de ce que nous savons réellement. Ce que nous pensons savoir et ce que nous savons réellement, formulé par un archéologue institutionnel dans une revue spécialisée à propos d'une cathédrale qu'on croyait connaître dans ses moindres détails après des siècles d'études, cette distinction est sismique. Et puis, il y a ceux dont l'histoire est moins ordonnée, moins professionnelle, ceux que le contact avec ces questions a transformés d'une façon moins contrôlée. Il y a un homme, je vais l'appeler simplement R, parce qu'il m'a demandé de ne pas utiliser son nom complet, et je respecte cette demande, qui a passé 15 ans à cartographier les connexions souterraines médiévales sous Paris. Non pas comme archéologue officiel, comme cataphile, comme on appelle les explorateurs des catacombes et des galeries souterraines parisiennes. R connaît le sous-sol de Paris mieux que n'importe quel géologue ou archéologue institutionnel. Il y a passé des milliers d'heures avec une lampe frontale, un carnet étanche et un GPS modifié. R prétend avoir trouvé, dans les galeries situées sous le 4e arrondissement de Paris, à quelques centaines de mètres au nord de l'île de la Cité, des maçonneries qui ne correspondent à aucune carte officielle du sous-sol parisien. Des maçonneries avec des caractéristiques qu'il décrit comme médiévales, pas romaines, pas modernes, différentes de la construction parisienne habituelle. Il a des photographies, il a des coordonnées GPS, il a un carnet de mesures. Il a soumis ces informations à l'INRAP en 2018. Il n'a reçu aucune réponse officielle. Il a soumis ces informations à la direction de l'urbanisme de Paris. Il a reçu une lettre standard lui rappelant que l'exploration des galeries souterraines non officiellement répertoriées est illégale. R n'est pas fou. C'est ce qui est important de préciser. Ce n'est pas un personnage en marge de la réalité qui voit des connexions partout. C'est un homme méthodique, lucide, dont les observations sont cohérentes avec ce que les sources historiques et les rapports archéologiques officiels permettent d'inférer. Mais l'institution ne peut pas le prendre au sérieux sans se retrouver obligée de prendre au sérieux ce qu'il a trouvé. Et prendre au sérieux ce qu'il a trouvé obligerait à poser des questions auxquelles l'institution n'est pas sûre de vouloir répondre. C'est ce que j'appelle le paradoxe du gardien transformé. Ceux qui approchent ces questions de trop près ne deviennent pas tous fous au sens clinique du terme, mais ils deviennent tous quelque chose de différent de ce qu'ils étaient avant. Hague qui préfère la question à la réponse, Besnier qui distingue le savoir apparent du savoir réel, R qui continue à descendre sous Paris avec sa lampe et son carnet en sachant que personne de officiel ne lira jamais vraiment ce qu'il écrit. Et puis il y a l'héritage tordu de l'ordre lui-même, parce que les Templiers, eux, sont devenus quelque chose d'extraordinaire dans l'histoire de la mémoire collective, quelque chose qui dit autant sur nous que sur eux. Ils ont été supprimés en 1312, officiellement, complètement. Leurs biens ont été transférés aux hospitaliers. Leurs membres survivants ont été absorbés dans d'autres ordres ou dispersés dans la société civile. L'ordre du Temple a cessé d'exister en tant qu'institution. Et pourtant, en 1705, presque 400 ans après la dissolution, le duc de Cossé-Brissac fonde à Paris une organisation qui se réclame explicitement de la continuité templière. Elle sera connue sous le nom d'Ordre du Temple néo-templier. En 1808, sous Napoléon, cet ordre compte parmi ses membres des personnalités de premier plan de l'Empire français. Napoléon lui-même s'y intéresse, sans jamais y adhérer formellement, mais en accordant à ses membres des protections et des privilèges qui suggèrent qu'il y voyait quelque chose de plus qu'un club de nostalgiques médiévaux. Pourquoi ? Qu'est-ce que Napoléon, l'homme le plus pragmatique de son époque, l'homme qui traitait la religion comme un outil politique, qu'est-ce qu'il voyait dans une organisation se réclamant d'un ordre militaire dissous 5 siècles plus tôt ? La réponse officielle, prestige symbolique, légitimité historique, outil de contrôle politique des élites. C'est plausible. C'est probablement partiellement vrai. Mais il y a une autre réponse possible, une réponse qui ne contredit pas la première, mais l'approfondit. Napoléon était aussi, et c'est documenté, profondément intéressé par l'Égypte ancienne, par la tradition hermétique,
par ce qu'on appelle la philosophia perennis, la philosophie pérenne, la sagesse universelle, supposément transmise de génération en génération à travers des canaux qui résistent aux bouleversements politiques et institutionnels. L'expédition d'Égypte de 1788 n'était pas seulement une conquête militaire, c'était aussi, et les historiens sérieux le reconnaissent aujourd'hui, une expédition scientifique et peut-être spirituelle. La description de l'Égypte, cet ouvrage monumental en 23 volumes, produit par les savants qui accompagnaient l'armée, contient des observations et des relevés qui vont bien au-delà des besoins militaires ou diplomatiques. Napoléon cherchait quelque chose, et peut-être pensait-il que les néo-templiers pouvaient l'aider à le trouver. Il ne l'a pas trouvé. Ou s'il l'a trouvé, il a gardé le secret avec une perfection que même lui ne pouvait pas maintenir dans d'autres domaines de sa vie. Sainte Hélène n'a livré aucun secret templier dans les mémoires dictées à la Cassès. Mais l'héritage continue. Les néo-templiers existent encore aujourd'hui sous diverses formes, avec diverses affiliations. Certains sont des organisations culturelles, bénignes. Certains sont des clubs de passionnés d'histoire médiévale. Et certains seulement, mais certains quand même, prétendent détenir des informations sur la localisation de ce que les Templiers médiévaux ont laissé derrière eux. Ces prétentions sont-elles réelles? Sont-elles des reconstructions romantiques? Des fictions entretenues pour des raisons d'identité de groupe? Ou y a-t-il, dans ces organisations, une transmission réelle d'informations qui remontent à des sources authentiques? Je ne peux pas te répondre. Non pas parce que je ne veux pas, mais parce que cette question est précisément celle à laquelle il est impossible de répondre avec les outils dont nous disposons. Les outils de l'histoire officielle, construits pour traiter des documents datables, des sources vérifiables, des faits établissables, sont fondamentalement inadéquats pour traiter des transmissions orales, des traditions initiatiques, des connaissances délibérément non écrites. Et c'est peut-être là le génie des Templiers, si génie il y a. Non pas d'avoir caché quelque chose dans un coffre enterré sous une cathédrale, mais d'avoir structuré leur transmission de façon à rendre impossible toute vérification externe. Non pas par malveillance, par prudence millénaire, par la sagesse de ceux qui ont vu suffisamment d'institutions détruites pour savoir que la seule façon de préserver quelque chose est de le rendre indépendant de toute institution. Maintenant, parlons de Notre-Dame aujourd'hui, de ce que la reconstruction a fait et de ce qu'elle n'a pas fait. Le 7 décembre 2024, Notre-Dame de Paris a rouvert ses portes. Après 5 ans de travaux de reconstruction qui ont mobilisé 2000 artisans, des millions d'heures de travail et un budget officiel de 700 millions d'euros. La flèche a été reconstruite selon les plans de Viollet-le-Duc, avec quelques modifications mineures. Les vitraux ont été restaurés. Les orgues ont été nettoyés et remis en état. La cathédrale est belle à nouveau, peut-être plus propre et plus lumineuse qu'elle ne l'avait été depuis des décennies. Mais les fondations n'ont pas changé. Les structures non canoniques documentées par l'INRAP sont toujours là, sous les nouvelles dalles, sous les nouveaux piliers, dans la terre que les archéologues ont explorée aussi loin qu'ils le pouvaient, et que la reconstruction les a ensuite recouvertes. Recouvertes, à nouveau. Comme si la reconstruction elle-même était une façon de refermer ce que l'incendie avait ouvert. Pas délibérément, pas conspiratoirement, simplement parce que c'est ce que fait la reconstruction. Elle referme, elle couvre, elle préserve d'une façon qui est aussi une façon d'occulter. Il y a quelque chose de presque métaphorique dans ça. Presque, mais pas tout à fait, parce que la métaphore impliquerait une distance confortable avec le réel, et ce dont nous parlons est parfaitement réel. Les structures sont là, les documents sont dans les archives, les analyses chimiques sont dans les rapports, et maintenant la cathédrale est belle et propre et accessible aux touristes du monde entier qui peuvent y entrer, y prier, ou simplement y regarder la lumière traverser les vitraux, sans savoir ce qui se trouve à 30 cm sous leurs pieds. C'est peut-être la forme la plus parfaite du secret. Non pas quelque chose d'enterré dans un lieu inaccessible et gardé par des hommes armés.
quelque chose de caché en pleine vue, sous le monument le plus photographié du monde, dans la ville la plus visitée de la planète. Quelque chose que des millions de personnes foulent quotidiennement sans en avoir la moindre idée. Et c'est là que se pose la question que je veux te laisser. Non pas comme une conclusion, non pas comme une réponse, comme un vertige. Si quelque chose de cette nature peut exister sous Notre-Dame de Paris, 700 ans de secret maintenu, non pas par une organisation active, mais simplement par l'inertie des institutions, par le consensus académique, par les contraintes budgétaires des fouilles archéologiques, par les priorités de la reconstruction. Si ça peut exister là, au centre de Paris, sous le regard de millions de personnes, documenté en pointillé dans des rapports officiels que personne ne lit vraiment jusqu'au bout. Alors quoi d'autre? Quoi d'autre dort sous d'autres cathédrales? Sous Chartres, dont les fouilles des fondations n'ont jamais été complètes. Sous Reims, dont les bombardements de la Première Guerre mondiale ont peut-être révélé des structures que les reconstructions des années 1920 ont recouvertes avant que quiconque puisse les documenter correctement. Sous Saint-Denis, la nécropole royale française, dont les cryptes inférieures sont fermées au public depuis des décennies pour des raisons officiellement structurelles. Et au-delà des cathédrales, dans les archives que tu ne peux pas consulter, dans les sections des bibliothèques universitaires fermées aux visiteurs non accrédités, dans les fonds d'archives classifiés, non pas pour des raisons de sécurité nationale actuelles, mais pour des raisons qui remontent à des décisions prises il y a des siècles par des hommes qui croyaient que certaines vérités étaient trop déstabilisantes pour être largement connues. Ces hommes avaient peut-être tort, ou peut-être pas. Peut-être que la vraie question n'est pas ce que les Templiers ont caché. Peut-être que la vraie question est pourquoi nous, 700 ans plus tard, avec tous les outils de la modernité, avec l'accès à des données que Hugues de Payns n'aurait pas pu imaginer dans ses rêves les plus ambitieux, pourquoi nous continuons à accepter aussi facilement les limites de ce qu'on nous laisse savoir. Non pas parce qu'on nous interdit de chercher. Personne ne nous interdit de chercher. Mais parce qu'on nous a appris à ne pas chercher là où les réponses pourraient être inconfortables. On nous a appris à distinguer l'histoire sérieuse des théories alternatives, et cette distinction, aussi nécessaire qu'elle soit dans certains cas, peut aussi fonctionner comme une clôture, un périmètre autour de ce qui est acceptable de penser. Qui a tracé ce périmètre? Quand? Et surtout, dans quel intérêt? Jacques de Molay a dit que ce qui a été confié aux pierres ne peut être détruit par les flammes. Les flammes de 2019 n'ont pas détruit Notre-Dame. Elles l'ont transformée. Elles ont rendu visible, temporairement, quelque chose qu'on n'était pas supposé voir. Et puis la reconstruction est arrivée, belle et nécessaire, et bien intentionnée, et elle a recouvert à nouveau. Mais les rapports existent, les analyses chimiques existent, le parchemin de Chinon existe. La ligne latine de 1309 sur le locus subterranus sub ecclesia beatae Maria existe. Ces choses n'ont pas brûlé. Ces choses sont là, dans des archives, sur des serveurs, dans des mémoires. Et toi, maintenant, tu les connais. Ce que tu en fais, ce que tu choisis de chercher à partir d'ici, ce que tu décides d'accepter comme version définitive de l'histoire et ce que tu choisis de continuer à questionner. Tout ça t'appartient. Personne ne peut te l'enlever. Mais laisse-moi te poser une dernière question avant de te laisser aller. Une question à laquelle je ne répondrai pas parce qu'elle n'a peut-être pas de réponse, ou parce que la réponse est trop grande pour tenir dans un documentaire, ou parce que certaines questions sont plus précieuses dans leur ouverture que dans leur fermeture. Notre-Dame de Paris est rouverte. Elle est belle. Elle accueille à nouveau des millions de visiteurs. Des messes y sont célébrées. Des touristes y prennent des selfies. La vie a repris, normale et rassurante, et continue. Mais sous les nouvelles dalles, dans le sol que personne ne peut plus atteindre, maintenant que la reconstruction est terminée, il y a des structures que personne n'a su expliquer. Il y a un mortier qui vient d'un autre monde, d'un autre siècle, d'un autre continent. Il y a une orientation géodésique qui pointe vers quelque chose qui n'existe plus physiquement, mais qui a existé, qui a été réel, qui a été le cœur battant d'un ordre dont nous ne comprenons toujours pas complètement
ni la nature, ni l'héritage. Et dans des archives, quelque part entre Paris et le Vatican, entre les fonds médiévaux des archives nationales et les rayonnages des archives apostoliques, il y a des documents que personne n'a lus depuis des siècles, ou que des gens ont lus et ont choisi de ne pas commenter. Des documents qui contiennent peut-être les réponses, ou peut-être d'autres questions, ou peut-être quelque chose de pire, des réponses qui rendraient toutes nos autres certitudes historiques aussi fragiles que la flèche de chêne millénaire quand elle a commencé à pencher dans la fumée du soir de printemps. Ce soir-là, le 15 avril 2019, 2 millions de personnes ont regardé Notre-Dame brûler. Et dans cette foule, il y avait des archéologues qui savaient que le lendemain matin, pour la première fois depuis des siècles, des espaces allaient s'ouvrir. Il y avait des historiens qui comprenaient que le feu était aussi un révélateur. Il y avait des fonctionnaires qui pensaient déjà à comment gérer ce que le feu pourrait montrer. Et il y avait des gens simples, des gens qui ne savaient rien de tout ça, qui pleuraient simplement parce que quelque chose de beau brûlait. Ces gens-là pleuraient la vérité la plus simple, que la beauté est fragile, que les siècles ne protègent rien, que même ce qu'on croyait permanent peut disparaître en quelques heures. Mais voici ce qu'on ne leur a pas dit, ce qu'on ne te dira jamais dans les communiqués officiels, dans les discours d'inauguration, dans les articles de presse, sur la magnificence de la reconstruction. Sous la beauté restaurée, sous les nouvelles dalles et les nouvelles voûtes et la nouvelle flèche qui s'élance vers le ciel parisien, sous tout ce que nous avons reconstruit avec tant d'amour et tant d'argent et tant de savoir-faire. Il y a quelque chose que nous n'avons pas reconstruit, parce que nous ne savons pas ce que c'est, ou parce que nous préférons ne pas le savoir, ou parce que la différence entre ces deux choses est peut-être moins grande que nous aimons le croire. Et ce quelque chose attend, patient comme la pierre, silencieux comme le mortier qui vient d'un monde qu'on croyait mort depuis 8 siècles, indifférent à nos reconstructions, à nos commémorations, à nos certitudes. Il attend que quelqu'un pose la vraie question, pas ce que les Templiers ont caché, mais ce que nous, aujourd'hui, avec toute notre modernité et toute notre confiance en nos institutions et toute notre certitude d'être les héritiers d'une histoire qu'on comprend enfin clairement, ce que nous choisissons de ne pas voir. Parce que si des chevaliers médiévaux ont réussi à encoder 7 siècles de silence dans les fondations de la plus connue des cathédrales du monde occidental, directement sous nos pieds, sans que personne ne le remarque vraiment, alors qu'est-ce que ça dit de nous? Qu'est-ce que ça dit de notre capacité à voir ce qui est là? Qu'est-ce que ça dit de ce qu'on nous cache d'autre, en ce moment, non pas dans des catacombes médiévales, mais dans des bases de données modernes, dans des archives numériques, dans des décisions institutionnelles que personne n'a élues et que personne ne peut vraiment surveiller, si ça peut exister sous Notre-Dame? Qu'est-ce que ça dit de tout le reste?